Bonjour à tous. Donc je me présente, je m'appelle Fanny Paris, je suis anthropologue comme je viens d'être présentée et effectivement je travaille sur les mythologies du futur parce qu'une des branches de l'anthropologie, c'est de se dire comment ce qui est en train de se passer, comment certaines choses qui ne sont pas forcément encore très visibles sont pourtant très structurantes et nous permettent d'éclairer différemment notre réalité pour se projeter de manière un petit peu décalée sur le monde de demain ou d'après-demain. Et le contenu de mon intervention aujourd'hui, je vais vous parler du frugalisme à travers le mouvement FIRE et le mythe du frugalisme ou comment la retraite est en train de se réinventer et la figure du retraité également. Alors. Donc pour commencer, mythologie du futur, on est en 2030, là on va encore un petit peu plus loin, on va en 2050, et dans cette réalité de 2050, le frugaliste dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est le nouveau symbole de la réussite sociale, et en 2020, et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, c'est un personnage ambivalent et assez intéressant qui va nous permettre de mettre au jour certaines contradictions de notre société. Effectivement, en 2050, la morphologie sociale est très différente de celle que l'on connaît en 2020. Les symboles de la réussite socio-professionnelle ont changé. Réussir sa carrière professionnelle ne signifie plus gravir les échelons au sein d'un secteur d'activité, mais être capable de vivre de manière frugale et même d'être assimilé de manière positive à la figure d'un retraité. Un retraité qui est certes un petit peu différent de celui qu'on connaît actuellement et qui a été porté dans les médias en 2019, mais la figure d'un retraité quand même. Ils deviennent même la figure renouvelée de l'homme d'affaires, loin de l'image de celle de Carlos Ghosn ou de Bernard Tapie en son temps. Et du coup, si je vous montre cette image-là, vous reconnaissez Bernard Tapie à sa grande époque et Mister Monet Moustache, dont je vais vous parler un petit peu plus en détail après. En apparence, ce n'est pas du tout les mêmes signes de réussite, mais ne vous trompez pas, au final, ils rendent compte du même mythe de l'homme d'affaires. Du coup, un mythe, c'est quoi? En anthropologie, on adore s'intéresser à la mythologie parce que même si en fonction des cultures, des contextes, des époques et même des milieux sociaux, les contours de ces mythes peuvent changer, leur structure interne reste les mêmes et ils permettent d'expliquer, de donner à voir la société dans laquelle on est. Effectivement, c'est un miroir qui va permettre d'expliquer les contours de la réussite sociale. C'est également un transmetteur de valeurs par rapport au travail, à l'effort, au fait d'entreprendre et même de faire bouger les lignes. Il va aussi permettre de cristalliser et de rendre visible un but à atteindre, s'élever de manière socio-professionnelle ou même conserver sa place dans la hiérarchie sociale. Mais également, et là où c'est plus intéressant pour les anthropologues et les sociologues, ça va nous permettre d'identifier des principes qui vont être sous-jacents, comme les théories liées à la reproduction des élites, mais également à la méritocratie ou encore aux notions de self-made man. Mais comme le monde change, les figures de la réussite aussi, c'est ce qui explique cette translation des figures un petit peu plus anciennes comme Bernard Tapie à celle du frugaliste. Le frugaliste, en fait, c'est le fruit d'un contexte et comme je le disais, c'est le miroir de notre société. Dans une période où c'est plus compliqué, où le présent est dur à supporter et le futur encore plus incertain, ce contexte du frugalisme va permettre de répondre à un certain nombre de tensions avec lesquelles les individus doivent composer. La quête de sens professionnel, l'affaiblissement de la confiance envers les institutions étatiques, l'essoufflement du principe méritocratique face à une reproduction des élites mondiales, l'insécurité financière vis-à-vis des régimes sociaux, la promesse d'ascension sociale qui est de plus en plus contrariée, ou encore l'essoufflement du culte de la performance. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'en réaction, de nouvelles valeurs liées à la réussite sociale se sont progressivement ancrées dans l'imaginaire occidental afin de rendre acceptable le dessein d'une vie en société. Ces nouvelles valeurs, elles vont être tournées autour de ce qu'on appelle la réassurance, donc des valeurs liées à la famille, à la maison, au temps libre, tout ce qu'on a l'impression de pouvoir maîtriser lorsque le monde semble nous échapper. Et ce qui est assez intéressant, c'est que ce fameux culte de la performance issu des années 90, il semble être à bout de souffle ou du moins en apparence. Avec le monde des frugalistes, c'est une réponse à cette crise de valeur, à cette crise de sens, où en fait ils vont nous promettre une vie d'ascèse pour espérer ne plus travailler demain ou après-demain.
Comme je suis anthropologue, je suis quand même un petit peu scientifique, donc j'ai tendance à vous donner quelques définitions. Donc initialement, le frugalisme, c'est quoi? C'est dérivé de l'adjectif masculin frugal, du latin frugalis, qui signifie sobre. Et ce terme est généralement utilisé pour qualifier un mode de vie d'une personne qui se nourrit de peu et qui vit d'une manière simple. Avec les frugalistes dont on parle aujourd'hui, la figure est totalement différente. Il va représenter un individu qui décide de prendre sa retraite de manière précoce, à partir de l'âge d'environ 35 ans, grâce à l'indépendance financière qu'il aura acquise pendant le temps qu'il aura travaillé avant ses 40 ans. Ce mouvement, donc cette typologie de frugaliste, est assimilée au mouvement FIRE, qui est né aux États-Unis, et il prône la déconsommation à travers un mode de vie simple. Il est porté par des individus issus des classes moyennes et supérieures, qui sont diplômés du supérieur et parfois des plus grandes écoles à travers le monde. Et ce qui est assez intéressant, c'est que moi je m'intéresse à toutes les tribus de la modernité, qu'on les appelle les minimalistes, les déconsommateurs, les décroissants, etc., etc. Et les frugalistes en font partie. Mais le mouvement FIRE, c'est une fraction de ces frugalistes qui, eux, prônent un mode de vie et une manière de l'atteindre qui est spécifique. Donc là, je vous ai mis en exemple quelques figures de proue du mouvement. Donc la première photo à gauche, c'est Mister Monet Moustache, qui est l'un des plus connus, qui a créé un blog il y a presque 20 ans maintenant aux États-Unis pour expliquer, avec un ton décalé, les ficelles pour devenir un retraité précoce et heureux et comment maintenant il peut aider les aspirants frugalistes à également avoir le même dessin. Après, on a deux autres frugalistes qui sont francophones. Celui d'en haut, c'est Victor Laura, qui est parisien et qui vient de sortir un livre, je crois, et qui, lui, va être dans une stratégie d'ultra-médiatisation de son mouvement et de son parcours de vie, même s'il n'est pas encore retraité, mais qu'il participe à préparer sa retraite. Et en dessous, si c'est l'image d'un Playmobil, c'est que c'est Marc Pittet, qui, lui, est en Suisse romande et qui aspire à conserver l'anonymat. Donc on est un petit peu sur du Clark Kent de Superman en disant qu'il est hyper visible sur les réseaux sociaux, mais par contre, il préfère garder son anonymat. Et ce qui est assez intéressant avec que ce soit ces trois personnages ou les autres, c'est que généralement, ils vont écrire un livre ou du moins, ils vont raconter un petit peu leur histoire sur des blogs. Et quand on s'intéresse d'un point de vue mythologique à la manière qu'ils ont de structurer le discours, on se rend compte que c'est toujours un petit peu le même principe. Ça va être présenté comme un récit héroïque à travers une épopée personnelle, l'histoire d'un homme, on a très peu de femmes, qui à un moment précis de sa vie décide de bâtir une stratégie pour en changer. La prise de conscience qui va l'amener à remettre en question sa vie et à s'interroger sur le bien fondé du modèle de société dans lequel il se situe, fondé sur la notion de capital-travail, peut varier en fonction des récits, mais le constat demeure le même. Atteindre le bonheur ne semble plus possible en travaillant et en se fixant comme objectif de s'élever socialement ou de maintenir sa position dans la hiérarchie sociale. Face à cette remise en question, l'individu va alors réorganiser son quotidien afin de gagner ce long combat, tant avec lui-même qu'avec la société, afin d'atteindre son indépendance financière. Il n'est pas question ici de se confronter à une hydre à deux têtes ou d'affronter un dragon comme dans les contes de notre enfance. Il s'agit d'apprendre à gérer son budget, c'est-à-dire à faire des économies drastiques au quotidien. Et pour sortir victorieux de ce noble affrontement avec soi-même, l'objectif, c'est de pouvoir s'émanciper de la logique économique traditionnelle de nos sociétés, travailler pour vivre. Et ce qui est assez intéressant, c'est que du moment où ils vont basculer dans cette indépendance financière, la quête héroïque est en quelque sorte atteinte, et ce basculement n'est pas anodin parce que la majorité des individus qui prônent et qui communiquent sur ce mode de vie et sur ce rapport à l'économie ne sont pas vraiment des frugalistes, c'est plus des aspirants qui sont en train de mettre des stratégies pour un jour pouvoir atteindre cet objectif. Donc ces trois personnes sont assez médiatisées, mais il y a beaucoup d'autres frugalistes que je suis maintenant depuis une dizaine d'années qui ne se revendiquent pas en tant que frugalistes, ne veulent pas appartenir au mouvement FIRE, qui est également une organisation. On va avoir des assurances, des banques qui vont être partenaires, des consultants qui sont frugalistes ou également aspirants frugalistes qui vont aussi apporter leurs conseils. Et d'autres veulent vraiment s'extraire du système. Ils ont parfois des pratiques qui sont à la limite de la légalité pour pouvoir atteindre leurs objectifs. Et ils s'organisent, pour l'exemple
que je vous ai mis au Laos, dans une communauté où il y a des Canadiens, des Américains, des Français, qui, une fois leur retraite prise, participent à ce qu'on appelle une société de projet, et ils aspirent à vivre différemment et loin des médias et de la médiatisation du mouvement. Maintenant, si on va un petit peu plus en détail dans ce qu'est le fait d'être frugaliste du mouvement FIRE, en fait, c'est un peu réactualisation de la figure du rentier, mais le rentier quand même un petit peu cool à l'heure de la déconsommation. Et en fait, leur point de départ, c'est de se dire que dans une époque où les pensions de retraite ont cessé d'être garanties, il ne semble pas farfelu de rejoindre un mouvement qui vous donnera suffisamment de tranquillité d'esprit pour affronter votre avenir. Mais tout ça, comme je vous l'ai dit dans l'épopée héroïque, c'est quand même pas facile. Et tout le mouvement FIRE va reposer sur différentes valeurs qui sont l'épargne, l'austérité et l'investissement. Donc on n'est quand même pas dans une vie d'allégresse et de folie pour y parvenir. Et dans le mouvement FIRE, on va souligner qu'il va falloir économiser l'équivalent de 25 fois vos dépenses annuelles, et pour cela, vous devez maintenir un niveau d'économie de 50% en plus de votre salaire, ou plus de votre salaire, pardon. Cependant, de cette façon, vous ne pourrez faire face à vos dépenses que pendant 25 autres années, une fois la retraite prise. Donc pour ça, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut mettre en place un revenu passif, c'est-à-dire une rente de situation. Et tout l'enjeu des aspirants frugalistes et du mouvement FIRE, c'est de se dire comment on arrive à capitaliser sur des investissements notamment boursiers ou immobiliers pour pouvoir, une fois le départ à la retraite assuré, même si on a une baisse de niveau de vie, parce que les frugalistes ont aussi une baisse de niveau de vie lorsqu'ils partent à la retraite, peuvent pérenniser ce nouveau style de vie et ne pas être obligés de revenir à une activité travaillée. Et pour ça, ils ont mis en place ce qu'ils appellent la règle des 4%, qui part du principe assez simplement que si les investissements leur apportent plus de 4%, ils pourront vivre toujours des avantages annuels sans faire baisser leurs économies. Hop, donc ça, je vous les passe parce que c'est un petit peu scientifique. Mais par contre, ça a ses limites. C'est un mouvement qui est quand même assez décrié parce que face au ralentissement du marché ou à une urgence financière qui pourrait faire chambouler tous ces calculs de nos frugalistes ou de nos aspirants frugalistes, sans oublier l'inflation, la dévaluation dont souffre la monnaie au fil du temps, en plus de considérer que leurs conseils sur l'épargne sont peu réalistes. Et effectivement, les frugalistes que l'on peut suivre, ça va être généralement soit des personnes qui ont un revenu mensuel qui est assez important, soit qui bénéficient du soutien de leurs proches pour pouvoir, par exemple, être hébergés ou réduire encore leur train de vie. Et pour une autre grande majorité d'entre eux, ils ont fait soit des grandes écoles, soit sont issus d'un milieu socio-culturel qui leur permet de maîtriser et de connaître les investissements plus judicieux que les autres. Mais par contre, et ça, on ne peut pas leur enlever, ils ont quand même réussi le tour de force de rendre cool le fait de faire des économies. Et c'est une des raisons qui va faire que ce mouvement prend autant d'importance dans la presse, alors qu'en réalité, c'est quand même un épiphénomène, parce que dans une société où on a une baisse perçue ou réelle du pouvoir d'achat, le fait de se dire qu'effectivement, diminuer ses dépenses, gérer ses comptes de manière drastique, et tout ça, ça peut être positif parce que ça peut nous amener à vivre différemment et mieux après, et ben c'est quelque chose qui est positif grâce à eux. Si on continue dans l'explication de ce mouvement-là, on a un certain nombre de contradictions qui sont inhérentes à ce mouvement-là. Le premier, c'est qu'on se dit, ils sont retraités, ils vont arrêter de travailler. Alors que ce n'est pas vrai. Généralement, ils vont encore plus travailler qu'avant, parce que c'est des gros travailleurs pendant la phase qu'ils ont eue d'investissement. Soit ils vont avoir des activités qui vont être tournées directement ou indirectement en lien avec les pratiques avec le frugalisme ou le mouvement FIRE, ou alors ils vont mettre à profit leur temps pour des projets associatifs, humanitaires, ou tout simplement pour profiter de leur famille. Pour atteindre la dépendance financière, il faut faire de grands sacrifices. Un observateur extérieur dirait qu'effectivement, par rapport à la qualité de vie qu'ils pourraient avoir, au final, ils se serrent quand même la ceinture, ils font énormément de sacrifices. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand on les rencontre en interview pour essayer de mieux comprendre ce qui se joue, pour eux, c'est un plaisir, c'est un sacrifice qui n'en est pas vraiment un, parce que c'est un petit peu la seule chose qui est possible pour pouvoir atteindre un objectif, et ils vont même avoir de la satisfaction dans la gestion et l'optimisation de leur budget.
Le mouvement FIRE est uniquement disponible pour ceux qui ont des gros salaires. Ça, c'est un des plus gros débats sur ce sujet-là. Effectivement, il y a aussi des individus qui vont être avec des revenus et un capital culturel et économique beaucoup moins important qui vont se lancer dans ce mouvement FIRE, mais ils ne vont pas forcément être médiatisés au même titre que les autres et ils vont s'inscrire dans un style de vie qui va davantage être tourné autour de la décroissance que vraiment sur le mouvement FIRE qui va être prôné, qu'on va pouvoir voir dans les médias ou sur Internet. Et il ne faut pas oublier le dernier point, qu'il y a beaucoup d'aspirants et qu'il y a peu d'élus, parce que c'est pas facile, faut tenir sur le long terme, c'est vraiment une course de fond, et généralement la majorité des personnes que l'on rencontre et qui se présentent comme frugalistes sont toujours en train de travailler, ils sont toujours en train de mettre leurs économies de côté, et comme on a peu de recul par rapport à l'étude de ce phénomène, on ne peut pas dire avec certitude si tous ces aspirants deviendront de vrais frugalistes et de vrais retraités précoces dans quelques années. Ce qui est pertinent d'un point de vue anthropologique, c'est que le mouvement FIRE semble même apporter des pistes de solutions aux individus qui s'interrogent face au travail qui ne semble plus permettre de s'accomplir, aux craintes vis-à-vis d'un avenir incertain, comme je vous le disais déjà, à la volonté de changer de mode de vie et de consommation qui s'empare de plus en plus d'individus, etc. L'attrait pour ce mouvement soulève cependant de nombreuses questions concernant la montée des idéologies survivalistes ou collapsologiques pouvant avoir un impact non négligeable à moyen et à long terme sur nos modes de vie par rapport à l'émancipation vis-à-vis du système marchand, à la non-adhésion au fonctionnement des sociétés par rapport au travail, à la retraite, à l'épargne, mais également à la valorisation de l'autonomie, qu'elle soit économique, alimentaire, etc. Alors que le syndrome du postmodernisme pousserait l'individu à vivre dans l'instantanéité et à ne plus croire en l'avenir, les frugalistes semblent avoir réussi le tour de force d'ériger en réussite sociale le fait de capitaliser sur les ressources financières et sociales dont ils disposent afin de pouvoir vivre sans travailler. L'homme d'affaires devient même un individu humaniste au mode de vie vertueux. Une société du paradoxe, comme je vous le disais en introduction. Dans ce sens, le frugalisme peut alors être entrevu comme la réponse individuelle aux injonctions paradoxales de la société postmoderne, réussir sa vie, pas seulement professionnelle, mais dans tous les domaines, en s'inscrivant dans une démarche de développement personnel guidée par une quête de sens nécessaire à l'atteinte du bonheur. Alors que l'argent s'érige en religion monétaire, pour reprendre la terminologie de Schiedelster, pour le frugaliste, d'autres typologies d'individus prônent également un mode de vie alternatif, mais beaucoup plus modeste. Ils prônent, comme certains auteurs de la décroissance, plus de souplesse de la part des institutions sur la capacité des individus à entreprendre, au niveau des règlements, des normes, des lois, des impôts, afin de pouvoir libérer des énergies qui, lorsqu'elles écloront, œuvreront au plus grand profit de l'intérêt général. Alors que certains voient dans le postmodernisme une diminution de la confiance envers les systèmes abstraits, règles, institutions, au profit de la construction d'un soi émotionnel, les frugalistes seraient en passe de se réapproprier ces valeurs afin de redéfinir les contours du bonheur et par extension d'assurer une certaine reproduction des élites et le maintien de leurs capitaux, qu'ils soient sociaux, économiques et culturels. Et je vous remercie pour votre patience et votre attention.